Salut et bienvenue dans Fade Away, le podcast qui prend du recul sur l'actualité basket. Ici on analyse et on décrypte tout ce qui fait le quotidien de la Grande Ligue. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Anthony for three. Bang! That one goes down and the game is tied. Il reste plus que 2 matchs dans cette saison régulière, donc on est en fin de saison, et qui dit fin de saison dit playoff. Mais dit aussi trophée de fin de saison, et aujourd'hui je vais me mouiller, je vais vous donner tous mes votes pour chaque award NBA, donc le DPOY, le MIP, le Six Man of the Year et bien sûr le MVP, et je vous donnerai aussi en fin d'épisode qui je mets dans mes All NBA Team, donc les 3 équipes All NBA et les équipes rookies et les équipes défensives, vous allez découvrir tout ça dans cet épisode. Et j'ai décidé de commencer par le trophée de MIP, le Most Improved Player, la meilleure progression. Pour moi, ce MIP, il se joue entre 3 joueurs et j'ai vraiment eu du mal à les départager. Mais je le donne à Nickeil Alexander-Walker, qui fait une saison absolument folle à Atlanta. Il fait une saison de zinzin. Et je pense d'ailleurs que si les gens ne le donnent pas à Nickeil Alexander-Walker, c'est parce qu'ils ne regardent pas assez les Hawks. Alors j'ai pas non plus regardé tous les matchs des Hawks, mais il fait quand même une superbe saison à Atlanta. Il a des responsabilités et surtout Atlanta a très bien fini sa saison. Là, depuis la reprise de l'All-Star Break, c'est la troisième meilleure équipe de la ligue. Et c'est aussi grâce à lui, parce qu'il est vraiment très bon dans son rôle. Et c'était vraiment un superbe choix de carrière pour lui de signer à Atlanta. Lui, il était 6e homme à Minnesota. Il a décidé de venir, il a dit ok, je viens à Atlanta pour avoir un vrai rôle, pour avoir plus de minutes, pour avoir plus de responsabilités. Et ça a marché, parce qu'il est passé de 13 à 20 points de moyenne. Mais surtout, il est énorme cette saison. Il est évidemment très bon en attaque, mais aussi il défend très bien. Et le transfert de Trae Young d'ailleurs, ça n'a rien changé pour lui, pour son rôle, pour ce qu'il doit apporter, bien au contraire, parce qu'il est vraiment très productif. Voilà, c'est le mot que je cherchais, très productif. Et il y a des soirs où vraiment il est chaud bouillant. Là je prends un exemple très récent d'un match contre les Knicks. Alors certes les Hawks ont perdu, mais Alexander Walker il finit à 36 points, 7 sur 11 à 3 points. Ce soir-là il était vraiment sur une autre planète, c'était un extraterrestre. Voilà, il y a des soirs comme ça, pour lui, cette saison, où tu te demandais s'il ne méritait pas une place au All-Star Game. Clairement, alors la première partie de saison, le bilan des Hawks était moyen. C'est d'ailleurs pour ça que les joueurs des Hawks n'auraient pas pu être forcément All-Star parce que le bilan n'était pas là. Mais la deuxième partie de saison, le bilan est là. Et donc il mérite d'être récompensé pour toute sa saison et la progression évidemment, parce que c'est le critère principal de ce trophée. Après, derrière lui, évidemment, c'est un trophée qui est serré. Il ne sera pas unanime, parce que derrière lui, il y a des joueurs comme Ryan Rollins, des Bucks ou Jalen Duren. Ryan Rollins, il a du mal à faire gagner son équipe. Moi, ça me gêne un peu. Même si les critères, c'est le joueur qui a le mieux progressé. Le basket, ça reste un sport qui est collectif. Même si tu progresses individuellement, si tu n'arrives pas à faire passer un cap à ton équipe, c'est peut-être que t'as pas assez progressé, je sais pas. Donc Ryan Rollins, gros respect sur sa saison. Je pense qu'il sera podium du MIP, mais je lui donne pas. Je pense qu'il a un petit peu de retard par rapport à Nickeil Alexander-Walker et à Jalen Duren, parce que son équipe, elle fait une saison vraiment qui est mauvaise. Alors après, Jalen Duren, il peut l'avoir aussi. Moi, ça me choquerait pas si c'est Jalen Duren qui est nommé MIP. Moi, j'ai décidé de le donner à Alexander Walker. Mais Jalen Duren, faut respecter. C'est très, très, très fort sa saison. Respect, parce qu'il est en double-double chaque soir. Parce qu'il a progressé dans tous les compartiments du jeu. Offensivement, notamment au niveau du playmaking, même balle en main. On a vu certaines actions, notamment des inverted pick and roll avec Cade Cunningham qui lui posait un écran et Jalen Duren qui portait la balle et qui allait driver. Donc ça aussi, ça prouve qu'il a progressé, qu'il a beaucoup plus confiance en lui. Et puis il a aussi les épaules de leader. Quand Cade était absent pour plusieurs semaines, pour 3 semaines je crois à cause de son pneumothorax, et Jalen Duren il a montré qu'il avait les épaules pour être le leader. Il est arrivé où il dit ok, ce soir il n'y a pas Cade, et ok, c'est moi qui vais être le leader, c'est moi qui vais être le joueur le plus ciblé par les défenses adverses, et il a assumé. Après, dans cette course pour le MIP, dans mes mentions honorables, moi je peux mettre Deni Avdija,
qui a vraiment fait une très bonne saison. Il fait la meilleure saison de sa carrière aux Blazers. On peut parler de Colin Gillespie aux Suns, qui s'est vraiment révélé, notamment en début de saison. C'était la révélation du côté de Phoenix. On peut parler aussi de Keyonte George, qui est très bon à Utah. Tous ces joueurs-là, je pense qu'ils peuvent recevoir des voix et ce sera mérité. Le deuxième trophée dont j'avais envie de parler, c'est celui de Rookie of the Year. J'ai envie d'en parler tout de suite parce qu'évidemment, la course pour ce trophée de Rookie of the Year est très 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 serrée entre deux joueurs. Voilà, pas de surprise entre Con Knuckle et Cooper Flag. Et moi, j'ai décidé de le donner à Con Knuckle. Il faut que je fasse un choix. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment du 50-50. Con Knuckle a été très bon toute la saison, mais là, Cooper Flag est en train de faire une fin de saison de malade mental. Hein, il fait des matchs à 50, à 45 points. Là, c'est absolument monstrueux ce qu'il est en train de faire à son âge. Mais je le donne à Con Knuckle parce que il faut que je fasse des choix et parce que lui, il a battu des records de franchise et des records NBA. Il fait partie des leaders d'une équipe qui est compétitive. Les Hornets, ils étaient au fond du trou pendant des années. Lui, il se fait drafter, il arrive et immédiatement, les Hornets sont compétitifs. Alors évidemment, c'est peut-être pas que grâce à lui, parce que les joueurs autour ont progressé. Des Moussa Diabaté, Lamelo a progressé dans son professionnalisme, etc. D'ailleurs, j'avais fait un épisode il y a quelques mois sur les Hornets. Je vous invite à aller l'écouter si c'est pas fait, où je parle plus en détail de ces Hornets. Mais Con Knuckle, il a fait partie des raisons de la rédemption de ces Charlotte Hornets. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire que il a changé sa franchise en quelque sorte, et c'est aussi la définition d'un grand joueur. Parce que voilà, il arrive et immédiatement, il change l'identité et les résultats de son équipe. Et en plus, pour moi, Con Knuckle, c'est le rookie le plus régulier sur la saison. Il a été rookie du mois tous les mois, sauf en mars. Mais sinon, sur la très grosse majorité de la saison, il a été rookie du mois à l'Est. Alors oui, vous allez dire qu'à l'Est, il y a peut-être moins de clients, mais il y a quand même VJ Edgecombe qui est troisième choix de la draft, qui sera sûrement sur le podium du Roy. Bah, VJ Edgecombe, il en a pris aucun à l'Est. Avant le mois de mars, et c'est Con Knuckle qui les a tous pris. Donc j'ai envie de récompenser sa saison parce que non seulement il fait une superbe saison rookie, il fait une saison qui est all-time parce qu'il a battu des records de franchise, il a battu des records NBA, et en plus de ça, il est en train de s'installer parmi des références de toute la ligue parce qu'il est leader de toute la NBA en tir à 3 points marqués. Il est à 248 3 points marqués, il est juste devant son coéquipier Lamelo Ball qui est à 241, donc ça va être la course entre les deux pour savoir qui va finir leader de la NBA en nombre de 3 points marqués. Mais Con Knuckle, il sera quoi qu'il arrive sur le podium du nombre de 3 points, et je pense que ça veut tout dire. Il a déjà, comme je l'ai dit, battu des records de franchise, battu des records NBA, leader NBA dans une catégorie pour sa première année en carrière. Voilà, faut juste applaudir et il faut juste le récompenser, c'est pour ça que je lui donne mon Rookie of the Year. Après, je précise, encore une fois, ce sera hyper serré. Et Cooper Flag, franchement, si au moment où on a les résultats, c'est Cooper Flag qui sera Rookie of the Year, bah, je dirais que c'est normal parce que c'est mérité aussi. Comme je l'ai dit, c'est du 50-50. Pour moi, c'est vraiment le trophée le plus serré. Vraiment gros respect sur la saison de Cooper Flag parce que le contexte n'est pas facile, il est arrivé, on lui a immédiatement donné toutes les clés, on lui a dit voilà, c'est toi le renouveau du projet, c'est toi la nouvelle pierre angulaire de ces Dallas Mavericks. Jason Kidd, le coach, il a essayé plein de choses, il l'a mis en meneur, il l'a mis avec des coéquipiers différents dans le 5, etc. Il est arrivé dans une équipe qui est éclatée au sous-sol, et il assume ses responsabilités parce que c'est déjà le patron de sa franchise. Voilà, il contribue de partout dans le jeu, en attaque, en défense, à la passe, il se bat au rebond, même sans ballon, il fait les efforts, etc. Il a été tout de suite installé comme le leader et j'ai vraiment hâte de voir l'année prochaine avec le retour de Kyrie, avec aussi peut-être une ossature différente autour de lui, ce que ça va donner. Mais je le trouve déjà très régulier, il a une super mentalité et surtout, je le trouve déjà mature pour son âge. Parce qu'il a seulement 19 ans, il a eu 19 ans en cours de saison. Quand il arrive en NBA, il en avait 18. Et voilà, Cooper Flag, tu sens que c'est un mec qui est différent, qui a un potentiel de dingue, et peut-être que ça va devenir le visage de la ligue, ou du moins le visage américain de la ligue dans les prochaines années. Il a le potentiel pour, en tout cas, c'est un first pick de draft. Maintenant, encore une fois, ce sera hyper serré entre les deux. Et aujourd'hui, au 10 avril, au moment où j'enregistre mon podcast, c'est difficile de
de dire à qui je le donne. Moi, j'ai décidé de le donner à Con Knuppel, mais franchement, si on me dit Cooper Flag, je dirais que c'est mérité aussi, parce que les deux le méritent, mais il faut que je fasse des choix, et mon choix va donc sur Con Knuppel. Et pour finir là sur ce trophée de Rookie of the Year, moi j'ai envie de donner 2 noms pour clôturer cette discussion sur le Roy. Derrick Quinn. Est-ce que vous vous rappelez du mois de novembre de Derrick Quinn? Son début de saison, il est absolument exceptionnel et on se disait que c'était peut-être lui le Rookie of the Year, on se disait que ça allait être une surprise parce que Cooper Flag a mis du temps à démarrer, parce que Con Knuppel a mis du temps aussi à émerger, parce que les rookies qu'on attendait le plus ont mis un peu plus de temps à rentrer, à trouver leur rythme, et lui, Derrick Quinn, il a tout de suite été très bon et on se disait que ça allait être lui le Rookie of the Year. Alors après il est rentré un petit peu dans le rang, il a eu un rookie wall, mais il y a quelques flashs qu'il a montré qui sont énormes et il fait une belle saison rookie au global. 11 points, 7 rebonds, 4 passes. Après c'est évidemment pas suffisant pour être Rookie of the Year et même sur le podium. Encore une fois, moi je mets VJ Combe 3ème. Derrick Quinn sera peut-être dans le top 5 des rookies de l'année. Ce sera pas volé. Mais voilà, il fait une belle saison. Et puis aussi, j'avais envie de parler de Maxime Reynaud, parce qu'il fait une super saison à Sacramento. Lui, on l'attendait pas forcément à ce niveau-là. Et il a été très bon à Sacramento. C'est d'ailleurs pour moi le meilleur joueur des Kings sur sa saison. Et il a même fini rookie du mois de mars. Donc c'est mérité. Et je suis content pour lui parce qu'il mérite d'avoir ce titre de rookie du mois pour récompenser l'ensemble de sa saison qui est vraiment très bonne. Après la progression, après le meilleur rookie, place à la défense et ce trophée de Deepoy. Alors, je vais mettre fin directement au suspense. Évidemment que je le donne à Victor Wembanyama. Toute personne sensée et toute personne honnête le donne à Victor Wembanyama. Maintenant, la question, c'est pas de savoir s'il va l'avoir parce qu'il va l'avoir, mais la question, c'est de savoir est-ce qu'il va l'être à l'unanimité. Et franchement, je pense que oui. Faut savoir que le système de vote, donc c'est des journalistes qui votent. Pour qu'il soit à l'unanimité, il faut que tous les votants mettent Wemby à la première place. Et je pense qu'ils vont tous le mettre à la première place parce que ce qu'il fait, c'est évidemment pas humain, c'est un ovni. Tout le monde le dit. Tous les Américains sont à genoux devant Victor Wembanyama, donc je pense qu'il sera Deepoy à l'unanimité. Et je pense d'ailleurs qu'il va en prendre une dizaine. Là, ça va être assez effrayant. Tout ce qu'il va prendre au niveau de ce trophée de défenseur de l'année, il va en laisser à personne. Sauf si évidemment il y a une année où il n'est pas éligible, parce qu'il y a le débat, là encore il est à 64 matchs joués, alors il suffit qu'il joue juste 20 minutes dans un des 2 matchs restants pour les Spurs pour l'avoir, donc ça devrait le faire, il devrait être éligible, mais voilà, si une année il n'est pas éligible, évidemment qu'il ne l'aura pas, mais si la santé suit, si l'éligibilité suit, je pense que Wemby est parti pour en avoir 8, 9, 10 de trophées de défenseur de l'année, ça va être effrayant là, les années à venir. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi je le donne à Wemby. Évidemment, 3 contre de moyenne, c'est le plus gros total de la ligue. Leader en defensive rating et le taux de réussite des adversaires face à lui, il est seulement de 40%. Il est largement devant Shai, qui est deuxième dans cette stat, je crois à 48%. Et puis voilà, dissuasion au max. Les mecs n'osent pas attaquer la raquette quand Wemby est là. Il y a un defensive rating aussi collectif des Spurs. Quand il est sur le terrain, c'est le premier defensive rating. Quand il est sur le banc, je crois que les Spurs ne sont même pas dans les 15 premiers, dans le top 15 des defensive rating. Donc ça prouve qu'il y a des Spurs avec et sans lui défensivement. Et voilà, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi Wemby sera défenseur de l'année. Pour moi, ça paraît être une évidence. Voilà, après évidemment, qui sera derrière lui? Je pense qu'on peut penser à des Scottie Barnes, à des Chet Holmgren, des Rudy Gobert, les jumeaux aussi, Ozar et Amen Thompson, je pense qu'ils pourront avoir quelques voix. Nimi Asqueta pour avoir quelques voix. Moi, ça me choquerait pas si aussi Nimi Asqueta reçoit quelques voix. Tous ces joueurs-là, ce serait mérité. Alors maintenant, qui sera sur le podium? Je pense que Rudy Gobert pourrait être sur le podium. Chet Holmgren peut-être sera sur le podium. Ça va se jouer pour la 3ème place entre les deux. Et moi, ma 2ème place, je la donne à Scottie Barnes. Il est très très fort défensivement. Il fait une saison de malade. Et malheureusement pour lui, il y a un ovni qui existe devant lui et tu peux pas aller le chercher. Mais Scottie Barnes, il aurait pu l'être. Defensive Player of the Year, si Wemby n'existait pas ou si jamais il était inéligible. Il est polyvalent de fou. Il peut défendre tous les postes, meneur, arrière, ailier fort, pivot, mais non seulement il peut défendre tous les postes, il peut aussi défendre tous les types de joueurs. Si tu as envie de le mettre sur un joueur rapide,
il peut le rattraper, il peut défendre dessus. T'as envie de le mettre sur un joueur costaud, un petit peu comme sur un Giannis, il peut, parce que physiquement, il peut tenir le duel. Si t'as envie de le mettre sur un joueur comme Jalen Brunson, qui est quand même dur à défendre dans le petit périmètre, il est capable de défendre sur lui. Et Scottie Barnes, faut vraiment regarder sa progression défensivement là depuis plusieurs années, et surtout cette saison, il est monstrueux dans ce domaine-là. Il peut couper les lignes de passe, il va au contre, il est clutch, il est capable d'arrêter des joueurs dans le money time pour faire gagner les Raptors. Non, franchement, il est très très fort dans ce domaine-là, et gros respect à la saison de Scottie Barnes. Malheureusement, ce sera pas suffisant pour aller chercher Wemby, mais il aura pour moi la deuxième place de mon classement du Defensive Player of the Year. On va faire un petit tour sur le banc désormais et focus maintenant sur qui est mon coach de l'année. Et moi, je le donne à JB Bickerstaff, le coach des Pistons. Évidemment, il fallait bien donner un trophée aux Pistons pour récompenser leur saison. Leader de la conférence Est du début à la fin de la saison. Ils ont commencé, je crois, ils étaient en 21-5. Voilà, j'ai noté, ils ont commencé la saison en 21-5 et ils sont toujours aujourd'hui leader de cette conférence Est. JB Bickerstaff, il a transformé littéralement les Detroit Pistons là en 2 ans. Ils étaient au fond du trou, c'était la pire équipe de la ligue, d'ailleurs l'une des pires équipes historiquement de la ligue avec cette série de défaites consécutives. Il les a ramenés en play-off, la 6e place l'année dernière, cette élimination au premier tour. Là, cette place de leader de la conférence Est, et normalement ils vont au moins passer un tour, voire 2, et malgré tout, il a perdu des joueurs. Il a perdu Malik Beasley, il a perdu Dennis Schroeder, il a perdu aussi Tim Hardaway Jr. Et pourtant, ils ont progressé. Même s'ils ont eu des pertes, ils ont progressé offensivement et défensivement. Surtout, ils ont une vraie identité de jeu défensive. Ça se bagarre tous les soirs, ça défend très très dur. Il y a un petit peu ce retour à l'ADN des Bad Boys que les fans des Pistons adorent. Et c'est tout le travail de JB Bickerstaff depuis son arrivée. Quand il signe Détroit, il sort d'une saison à 14 victoires. 2 ans après, c'est une qualification en play-off pour la première fois depuis des années. Une première place à l'Est verrouillée. Immense travail de JB Bickerstaff qui doit être récompensé. C'est mon coach de l'année pour moi cette saison. Ceci dit, même si j'en ai parlé dans mon dernier épisode sur les Celtics, j'en reparle encore. Énorme boulot de Joe Mazzulla à la tête des Boston Celtics. Je pense sincèrement que c'est l'une des plus belles saisons de coaching de ces dernières années. Dans tout, dans la gestion, dans les choix, et surtout pour tout son travail sur la progression des joueurs. Alors je l'ai expliqué en détail dans mon dernier épisode sur les Celtics, allez l'écouter si c'est pas encore fait, mais voilà, ce qu'il a réussi à faire avec des Nimi Asquita, avec des Jordan Walsh, des Hugo Gonzalez, des Luka Garza, et j'en passe, des Josh Maynard qui ont eu des minutes, etc. Il a pris une équipe un petit peu de bras cassés, on va pas se mentir. Qui pouvait imaginer qu'une équipe avec Nimi Asqueta, Luka Garza, Hugo Gonzalez, etc. allait être deuxième de cette conférence Est sans Jason Tatum pendant la très grande majorité de la saison? Personne. Et Joe Mazzulla, il a réussi à faire progresser tout ce beau monde. Il a transformé des joueurs que personne n'imaginait faire carrière en NBA en des joueurs de rotation d'une équipe qui gagne en NBA. Et ça, c'est très fort comme travail. Après aussi un petit mot sur Mitch Johnson, qui je pense va clôturer ce podium, le coach des Spurs. Il fait quand même une saison à 61 victoires avec un groupe jeune, c'est pas anodin. Les Spurs, il y a 2 ans, si on allait dire aux fans des Spurs qu'ils allaient être deuxième de cette conférence Ouest, juste au coude à coude avec le Thunder, je pense que personne n'allait le croire. Et Mitch Johnson quand même, je pense qu'il a fait très très bien progresser ce groupe. Évidemment, Wemby est monstrueux, évidemment que Stephen Castle est monstrueux, qu'il a des joueurs qui sont très bons, mais il faut réussir à faire jouer correctement tout ça, et Mitch Johnson arrive à faire jouer ses Spurs de façon cohérente et surtout à les faire gagner des matchs. 61 victoires, il faut quand même récompenser le travail de Mitch Johnson sur l'ensemble de la saison. Donc moi je le mets sur mon podium, je pense qu'il le sera aussi pour les votants. Et après, pour finir sur ce point, sur le coach de l'année, j'ai envie de parler de Jordan Hott, le coach des Suns. Il faut en parler de cette saison parce qu'il a trouvé une formule cohérente. Il a réussi à relancer Phoenix alors qu'on ne les attendait pas forcément peut-être dans le play-in. Ils ont perdu beaucoup de monde. L'année dernière, ça jouait très mal. Ils ont perdu du monde, comme je viens de le dire. Donc,
on pensait pas forcément que les Suns pouvaient être compétitifs, on pensait qu'ils allaient vivre une saison de transition, peut-être même tanker pour essayer de se reconstruire avec un haut choix de draft, et pourtant, le début de saison des Suns d'ailleurs a été très très bon, ils étaient top 5 à un moment donné, ils étaient top 6, on se disait ils vont tenir dans le top 6, ils ont eu quelques blessures, ils sont un petit peu descendus, là ils ont verrouillé leur 7ème place, qui va peut-être leur permettre de jouer les playoffs. Alors est-ce que ce sera face aux Spurs ou face à OKC? Évidemment, ça va être très dur pour les Suns, ils vont pas jouer le titre cette année, mais voilà, une 7ème place avec déjà un coach rookie qui vient d'arriver pour sa première saison, c'est déjà une belle performance. En plus de ça, avec un effectif qui a perdu en qualité, dans une conférence Ouest qui est quand même très très dense. Voilà, beau boulot de Jordan Knott et j'avais envie d'en parler. On reste sur le banc. Et cette fois-ci, on va parler du meilleur 6e homme de l'année. Qui je le donne, mon trophée de Six Man of the Year? Et je le donne à Keldon Johnson des Spurs. Pour moi, il ne devrait pas y avoir de discussion. Je le donne à 100%. Alors, il y a eu du monde, hein. Évidemment, il y a eu du monde dans la discussion. Moi, j'ai beaucoup aimé la saison de Tim Hardaway Jr., par exemple. 13 points, 2 rebonds, 1 passe en 26 minutes, mais il est surtout très propre dans l'ensemble. Naz Reid, évidemment, comme d'hab, valeur sûre dans ce trophée de 6e homme de l'année. Il a d'ailleurs été prolongé pour les Wolves un petit peu pour ça aussi, parce qu'il savait très bien qu'il pouvait compter sur Naz Reid en sortie de banc. Jaime Raquez aussi, il a fait une bonne saison dans ce rôle-là, mais il a un gros temps de jeu, il joue quand même 28 minutes. Pour moi, ça compte. Quand tu joues 28 minutes, c'est quasiment un temps de jeu titulaire. Quasiment, hein. Normalement, un 6e homme ne doit pas jouer autant. Mais c'est comme ça. Mais voilà. Moi, je le donne à Keldon Johnson à 100% parce que il a su se réinventer dans un rôle qui est différent. Et surtout dans son rôle-là, il est impeccable. Dans une équipe qui gagne 61 matchs, on pourrait se dire évidemment que c'est grâce à Wemby, évidemment que c'est grâce à Stephen Castle, que c'est grâce à Dylan Harper aussi en sortie de banc qui est très bon, mais c'est aussi grâce à Keldon Johnson qui est régulier dans ses performances, dans son impact, il met dedans à 3 points, défensivement il est présent en rebond, il va au duel, etc. Alors il y a d'autres joueurs aussi, Dylan Harper comme je viens de le dire, Luke Cornett aussi a été très bon en sortie de banc. Mais Keldon Johnson reste le 6e homme parfait, reste l'energizer, reste un petit peu ce joueur sur qui tu peux compter en premier en sortie de banc. Et surtout la stat, c'est que là il a raté aucun match de la saison. Donc il est très fiable physiquement. Les Spurs savent qu'ils peuvent compter sur lui et que si jamais il y aura des blessures, et soit il intégrera le 5, soit ses minutes seront augmentées. Mais voilà, Keldon Johnson, bravo pour son nouveau rôle, bravo pour ce qu'il apporte aussi aux Spurs en sortie de banc. Il aurait pu faire la gueule parce que il y a quelques années sous Popovich, c'était un petit peu lui qui était vu comme le futur de la franchise des Spurs. Là aujourd'hui tu as des joueurs qui ont un peu plus de potentiel que lui, mais Keldon Johnson est encore là, il joue toujours chaque soir à fond, il mouille le maillot, et si jamais les Spurs vont au bout cette année, ce sera aussi grâce à Keldon Johnson, parce que quand Wemby n'était pas là, quand Stephen Castle n'était pas là, quand De'Aaron Fox n'était pas là, etc., il y a toujours un joueur qui répond présent, c'était Keldon Johnson, donc c'est mon 6e homme de l'année cette saison. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces trophées NBA. Non, évidemment que j'ai gardé le MVP pour la fin, je vais terminer dessus, mais je voulais commencer, avant de dire qui est mon MVP, je voulais commencer par dire que la course cette année du MVP entre 4 joueurs, elle est absolument extraordinaire. Ah, je me suis régalé entre Shai, entre Luka Doncic, entre Nikola Jokic et entre Victor, c'était absolument extraordinaire. Mais il faut évidemment faire un choix. Alors, à qui je donne mon trophée de MVP cette saison? Je le donne à Nikola Jokic. Parce que il faut arrêter de banaliser la saison qu'il est en train de faire. 28 points, 13 rebonds, 11 passes. Le mec est en triple-double, 28, 13, 11. Triple-double pour la 2e saison de suite. Seulement Westbrook a fait ça dans l'histoire, donc c'est une stat historique. Sérieusement, il a des stats de Barjo. 28, 13, 11. C'est un pivot, je le rappelle. Et peut-être que ces détracteurs vont me dire ouais, le bilan machin, ok, le bilan, mais faut pas oublier que cette saison ils ont vraiment connu des galères pour les blessures. Aaron Gordon a été blessé, Jamal Murray a été blessé, Cam Johnson aussi, Jonas Valanciunas qui est le backup de Nikola Jokic a été blessé, et Nikola Jokic a été blessé lui-même. D'ailleurs je crois que là il est toujours à 64 matchs joués, donc
techniquement, il n'est pas encore éligible, mais ça devrait le faire. Je pense que voilà, il va jouer. Il a encore 2 matchs. Je pense qu'il va en jouer un sur les 2 et il aura joué les 65 matchs pour être éligible. Donc il l'aura. Enfin, en tout cas, il serait éligible pour le MVP. Mais pour revenir sur tout ce que je disais sur les blessés, quand tous ces blessés sont revenus, bizarrement, ils sont remontés au classement. Et là, ils sont 3e. Aujourd'hui, ils sont en route pour le rester à cette 3e place. Donc il n'y a plus l'excuse ni du bilan, ni du classement. Nikola Jokic, à un moment donné, un mec qui tourne en 28, 13, 11. L'année dernière, il était quasiment dans les mêmes stats. 2 saisons de suite en triple-double. Il aurait pu l'avoir l'année dernière. Il l'a pas eu. Là, cette année, à un moment donné, il faut pas passer à côté. Moi, je donne à Nikola Jokic. À la 2e place, je mets quand même Shai Gilgeous-Alexander. Parce qu'évidemment, il fait une saison de fou. C'est le patron de la meilleure équipe de la ligue. Il est en 31, 4, 6, 31 points, 4 rebonds, 6 passes. Et le pire, c'est que même s'il fait des stats de malade, moi j'ai l'impression qu'il force pas en fait. J'ai l'impression qu'il est tellement facile visuellement. Ses pourcentages, ils sont aberrants. Il est fou de propreté aussi au niveau de son shoot. Il a battu un record all-time d'ailleurs cette saison. Record de match de suite à 20 points ou plus. Donc il est rentré dans l'histoire. Après, il est leader de la ligue en nombre de lancers francs marqués par match. Ça me gêne. Alors, certains vont dire que c'est pas un problème, d'autres aussi. Moi, en vrai, c'est pas un problème en soi, parce que ça fait partie des règles. Mais un joueur comme lui, il a pas forcément besoin de ça. C'est pas interdit de provoquer les fautes, je suis d'accord. Mais un joueur comme Shai, il a pas besoin d'aller autant sur la ligne des lancers francs pour faire gagner son équipe et pour briller. Ça dénature un petit peu son jeu et je trouve que c'est vraiment un gros point noir à sa saison parce qu'aujourd'hui les détracteurs ils ont quelque chose à dire et en vrai ils ont raison parce que Shai il va sur la ligne des lancers combien de fois par match ? 10, 11 voire 15 fois par match sur la ligne des lancers francs, c'est beaucoup trop et comme je viens de dire il a pas besoin de ça. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Mais moi ça me gêne un petit peu. Mais ça fait partie des règles. Il utilise les règles du basket. En vrai, il a raison. Je le mets à ma 2e place de mon classement MVP. Et voilà. Et à la 3e place, donc, je mets Victor Wembanyama. Déjà, statistiquement, il est en dessous des autres. Il est à 24 points. Alors oui, 24 points, c'est très bien. Mais statistiquement, il est en dessous des 2 autres. Et je trouve qu'il n'est pas encore à leur niveau. Je trouve qu'il joue pas encore comme un MVP en puissance. Alors même s'il a très très bien fini sa saison... même s'il est premier du MVP ladder, même si lui a dit qu'il voudrait être MVP et qu'il le méritait, je pense que pour moi il le mérite pas encore parce que dans ce qu'il propose dans le jeu, je le trouve parfois, il manque un peu de lucidité dans ses choix. Je vais prendre l'exemple du match contre les Nuggets là, qui était d'ailleurs le match était fou, mais en fin de match il a fait beaucoup de mauvais choix. Hein. Je trouve qu'il a fait beaucoup de mauvais choix et peut-être que ce match-là a montré la différence entre un MVP en puissance comme Jokic et un futur MVP comme Wemby. Il est encore jeune, donc s'il n'est pas MVP cette année, il l'aura évidemment dans les prochaines années. Mais ce match entre les Spurs et les Nuggets a montré la vraie différence entre Wemby et Nikola Jokic. Donc voilà, je le mets à la 3e place de mon classement MVP, Victor Wembanyama, pour clôturer ce podium. Mais j'ai pas tout à fait fini avec ce trophée de MVP parce que je vais dire quelque chose d'important. Si jamais il était éligible, moi je l'aurais donné à Luka Doncic. Parce que il a des stats de fou furieux. Individuellement, sa saison, elle est absolument dingue. Son mois de mars, là, il est irréel. Il a mis 600 points sur l'ensemble du mois de mars. Ça fait une moyenne de 37,5 points. 37,5 points. Ça, c'est des stats qu'on n'a pas vu. Le dernier joueur à avoir mis autant de points de moyenne, c'était Michael Jordan. Donc on n'a pas vu un joueur depuis Michael Jordan mettre autant de points. Il sort des stats que personne ne voit humainement. Normalement, on voit ça dans NBA 2K. Donc déjà, individuellement, statistiquement, Luka Doncic, c'est absolument fou. 3 matchs de suite à plus de 40 points, ça aussi c'est dingue. 60 ans qu'un joueur des Lakers n'avait pas sorti un mois aussi prolifique en termes de scoring. Et évidemment, il y a les stats, mais il y a aussi le bilan qui est avec lui. Ils étaient 3e à l'Est et un Luka Doncic aussi fort individuellement, aussi fort offensivement, qui mène des Lakers qui sont quand même moins forts sur le papier que OKC et les Spurs à la 3e place. Pour moi, c'était MVP largement. Alors, pas largement, mais pour moi, c'était MVP. Si seulement il aurait pu jouer ses 65 matchs. Quand tu regardes l'effectif, à part LeBron et à part Reeves,
Est-ce que tu as des joueurs qui sont aux Lakers qui sont meilleurs que les joueurs des Spurs, des Nuggets ou d'OKC? Non. Donc il a un effectif qui est plus faible et il avait le même bilan, il avait même un meilleur bilan que les Nuggets, que les Rockets qui ont sur le papier des meilleurs effectifs. Et voilà, quand tu vois le talent, quand tu vois la qualité offensive, quand tu vois aussi comment tout le jeu et toute l'attaque des Lakers dépend de Luka Doncic, il a évidemment tous les critères pour l'avoir, mais malheureusement, il lui manque un critère, c'est les 65 matchs. Je vais venir dessus tout de suite, mais voilà, Luka Doncic, j'avais vraiment envie d'en parler parce que si jamais il avait pu jouer ses 65 matchs, j'aurais donné ce trophée de MVP. J'aurais pu faire une exception et lui donner quand même, mais je vais respecter les critères officiels de la NBA, donc je lui donne pas. Mais vraiment, ça m'énerve parce qu'il sera à 64 matchs. Donc tu te dis qu'à un match près, il aurait pu l'avoir. Si seulement il était à 50 matchs, j'aurais dit bah ok, 50 matchs, il en a pas joué assez, c'est comme ça. Mais là, 64 matchs à un match près, franchement, ça m'énerve. Et c'est le problème de cette règle des 65 matchs. Alors, c'est pas un problème en soi parce que je trouve aussi que ça limite aussi le load management. Au moins, ça permet de voir des joueurs, par exemple des joueurs comme Kawhi, des joueurs comme Wemby qui sont des joueurs fragiles. Même un joueur comme Luka Doncic qui se blesse beaucoup est un joueur fragile. Ça permet de les voir un peu plus sur le terrain parce que du coup, ça les oblige à jouer 65 matchs minimum et à être là. Maintenant, je pense qu'il faut que la NBA fasse soit des exceptions. C'est d'ailleurs ce qu'a demandé l'agent de Luka Doncic, qui a fait un courrier à la NBA pour demander à la Ligue de faire une exception. Parce qu'il faut savoir que dans les matchs qu'il a ratés, il y en a 2 qu'il a ratés parce qu'il est rentré en Slovénie pour la naissance de son enfant. Alors, certains vont dire oui, il n'a qu'à pas rentrer en Slovénie, il n'aurait pas raté ses matchs. Mais encore une fois, c'est un choix personnel du joueur qui avait préféré rentrer pour des raisons familiales. La décision de l'agent de Doncic de vouloir demander à la NBA de faire une exception, moi elle me choque pas. Moi j'aimerais bien que la NBA fasse un geste, qu'elle montre que la NBA n'est pas seulement une ligue business, publicité, argent, etc. Qu'elle montre aussi qu'elle peut être une ligue humaine et faire ce geste là pour Luka Doncic, de lui faire une exception et de ne pas comptabiliser ces 2 matchs et donc de le rendre éligible à ces trophées, parce que là ça changerait tout. Si Luka Doncic était éligible, du coup ce serait plus une course à 3, ce serait une course à 4. Pour les votants ce serait pas aussi la même chose parce que ça peut rebattre les cartes aussi. Voilà, donc soit la NBA faire une exception, mais je pense que le compromis parfait c'est de baisser le nombre de matchs. Voilà, c'est d'être plutôt qu'être à 65 matchs, être à 60 matchs minimum. Je pense que ça laisse une marge plus grande pour tout le monde, c'est un bon compromis. Pour vaincre le problème des blessures, c'est pas forcément de mettre une règle de match minimum, au contraire, c'est de mettre moins de matchs en NBA. À un moment donné, 82 matchs, c'est énorme. Je pense que pour les organismes, c'est beaucoup. Les back-to-back, peut-être que faut les supprimer. Après ça, c'est un autre débat, encore une fois, c'est un autre débat, donc j'ai pas envie d'épiloguer très longtemps dessus. Mais voilà, j'avais envie de parler de cette règle des 65 matchs parce que ça m'énerve. Voilà, moi j'ai la haine pour Luka Doncic qui a tout fait cette saison pour l'avoir. Et encore une fois, les coups du sort font qu'il ne l'a pas. Donc c'est cruel, mais c'est le basket malheureusement. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet en commentaire. Fadeaway est disponible sur tous les réseaux, Insta, X, TikTok, mais aussi sur YouTube. Encore merci de m'avoir écouté, restez branchés pour la suite, à très bientôt sur Fadeaway.